Le Japon est plein de surprises, c'est bien connu, mais certaines règles scolaires sont si ridicules qu'elles en deviennent étouffantes. Imaginez un peu, on vous impose une couleur spécifique pour vos sous-vêtements ou on vous interdit de changer de coiffure. Pas de jupe courte, pas de pantalon serré. Se faire belle s'apparente presque à de la discrimination envers les étudiantes au pays du soleil levant. L'adage « à Rome fait comme les Romains » prend tout son sens dès que vous mettez un pied dans une école japonaise. Et les 14 règles étranges que les jeunes japonaises doivent en suivre que nous allons vous présenter vous feront dire « il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça ». Commençons par l'une des coutumes scolaires les plus singulières du Japon, la visite médicale annuelle. Avoir un bilan de santé gratuit à l'école, ça semble être une excellente idée, n'est-ce pas? Mais au Japon, certains aspects pourraient vous surprendre. Par exemple, lors de ces examens, on peut demander aux élèves, et tout particulièrement aux filles, de retirer certains vêtements pour l'évaluation. Parfois, elles doivent même faire la queue dans les couloirs, ce qui peut rendre toute l'expérience très inconfortable. Certaines élèves ont exprimé leur malaise face à cette pratique. Bien que les professeurs ou les infirmières les rassurent souvent en leur disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, cela ne suffit pas toujours à les mettre à l'aise. Naturellement, des parents ont aussi fait part de leurs préoccupations, soulignant que de telles expériences pourraient dissuader les élèves de consulter un médecin plus tard. La raison officielle derrière cette pratique est que ces examens, notamment le fait de se déshabiller, permettent de détecter précocement des affections comme la scoliose. C'est un équilibre délicat entre le suivi de la santé et le respect du confort personnel. Heureusement, en réponse aux critiques grandissantes, certaines écoles proposent désormais des alternatives. Les élèves peuvent choisir de consulter leur propre médecin pour ces bilans, ce qui leur permet d'éviter tout inconfort tout en bénéficiant des évaluations de santé nécessaires. Alors là, la règle suivante a de quoi laisser perplexe quiconque l'entend pour la première fois. Imaginez qu'on vous dise qu'à l'école, vos sous-vêtements doivent être d'une couleur bien précise. Et au Japon, pour de nombreuses écolières, cette couleur est le blanc. On pourrait penser que cette règle vise simplement à s'assurer que rien ne soit visible à travers l'uniforme, mais elle va bien plus loin. Le code vestimentaire stipule explicitement que seuls les sous-vêtements blancs sont autorisés, aucune autre couleur n'est permise, et ce n'est pas une politique désuète ou rare. Une étude récente du Conseil de l'éducation de la préfecture de Nagasaki a révélé qu'environ 58% des écoles appliquent encore cette règle aujourd'hui. Ce qui est encore plus surprenant, c'est la manière dont certaines écoles s'assurent que les élèves respectent cette règle. Des témoignages rapportent que dans certains cas, des professeurs vérifient les uniformes des élèves pour confirmer leur conformité. Cependant, ces méthodes ont soulevé des inquiétudes chez les parents et les défenseurs des droits de l'homme. Certains estiment que ces vérifications peuvent causer de l'inconfort et de l'embarras pour les élèves, déclenchant un débat sur la vie privée des étudiants et la pertinence de telles réglementations. Cette question a entraîné des appels croissants à une réforme des politiques de nombreuses personnes exprimant leurs préoccupations quant à l'impact émotionnel et psychologique potentiel sur les élèves. C'est un sujet qui a beaucoup retenu l'attention au Japon, où beaucoup estiment que les politiques scolaires doivent être modernisées. Pouvez-vous imaginer le stress de vous demander si la couleur de votre t-shirt ou de votre pantalon passera le test de l'école? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Dans de nombreuses régions du monde, certains sujets liés à la santé sont considérés comme privés, et il est courant que les jeunes filles se sentent mal à l'aise d'en discuter ouvertement, surtout en milieu scolaire. Cependant, dans certaines écoles au Japon, on peut demander aux élèves de partager des informations sur leur cycle menstruel, parfois devant leurs camarades de classe. Cette pratique vise à s'assurer que les élèves n'utilisent pas leurs règles comme prétexte pour éviter de participer aux cours d'éducation physique ou aux leçons de natation. Dans certains cas, les écoles ont même suggéré que les élèves utilisent des produits leur permettant de participer aux cours de natation, qu'elles aient leurs règles ou non. Cette pratique existe depuis un certain temps, mais ce n'est que récemment qu'elle a attiré l'attention de personnes extérieures au système scolaire. Naturellement, cela peut être une expérience inconfortable pour de nombreuses élèves en particulier, celles qui commencent tout juste à découvrir les changements de la puberté. Être obligé de divulguer des informations personnelles en public peut être embarrassant et avoir des conséquences émotionnelles. Heureusement, à mesure que la prise de conscience s'accroît,
Les parents et les groupes de défense commencent à se faire entendre, demandant aux écoles de respecter la vie privée des élèves. Cependant, pour certaines jeunes filles au Japon, cela reste un problème difficile, affectant leur expérience scolaire et leur bien-être général. Les écolières japonaises n'ont pas le droit de se friser ou de se teindre les cheveux, et elles doivent même le prouver. Quelle est la raison derrière cela? Avant de vous la révéler, si vous pouviez m'aider d'une quelconque manière, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. La chaîne de télévision NHK a rapporté que près de la moitié des lycées de Tokyo exigent des élèves ayant des cheveux ondulés ou non noirs de présenter un certificat confirmant que leurs cheveux n'ont pas été traités chimiquement. Plus précisément, sur les 177 lycées gérés par le gouvernement métropolitain de Tokyo, 79 écoles exigent des certificats signés par les parents. Le Conseil de l'éducation de Tokyo a déclaré à la NHK que ces certificats ne sont pas obligatoires. Cependant, selon la chaîne, seules 5 des 79 écoles ont clairement indiqué par écrit que les élèves n'étaient pas tenus de les soumettre. La plupart des Japonais ont les cheveux noirs, mais il y a des exceptions. C'est le cas d'une jeune fille d'Osaka, aujourd'hui âgée de 21 ans. En 2017, elle a poursuivi son ancienne école en justice pour lui avoir demandé de teindre en noir ses cheveux naturellement bruns. Elle réclamait une indemnisation d'environ 18 400 € pour préjudice moral. Plus précisément, lorsqu'elle est entrée à l'école en 2015, l'établissement lui a demandé à plusieurs reprises de teindre ses cheveux bruns en noir. Bien qu'elle ait insisté sur le fait que ses cheveux étaient naturellement bruns, l'école a affirmé que 3 professeurs avaient en vérifié ses racines et les avaient en trouvés noirs. Cela a été présenté comme la preuve qu'elle s'était teint les cheveux. L'étudiante a finalement quitté l'école, déclarant qu'elle se sentait incapable de se conformer aux normes d'apparence. L'école a retiré son nom de la liste des élèves après son départ. Les écoles devraient-elles exercer un contrôle strict sur les vêtements des élèves, même par temps froid? Au Japon, les réglementations concernant les uniformes scolaires sont réputées pour être assez strictes, en particulier pour les étudiantes. Imaginez devoir affronter les froids mois d'hiver en étant obligé de porter des jupes sans pouvoir vous couvrir les jambes avec des collants ou des leggings. Les uniformes scolaires au Japon ne sont généralement pas négociables, laissant peu de place aux ajustements même lorsque la température baisse. Les étudiantes en particulier sont censées porter des jupes toute l'année même en hiver. On pourrait penser qu'il serait logique de leur permettre de porter des collants ou des leggings pour rester au chaud, n'est-ce pas? Et pas dans de nombreuses écoles japonaises. Étonnamment, les élèves peuvent être sanctionnés pour avoir porté des collants sous leurs jupes même lorsqu'il gèle dehors. Bien que cette règle soit censée s'appliquer à tous les élèves garçons et filles, il existe une différence intéressante. Les étudiants portent généralement des pantalons longs, ce qui rend plus difficile l'application de la règle pas de couche supplémentaire pour eux. Mais pour les étudiantes, la règle est strictement appliquée et la raison derrière cela est quelque peu inhabituelle. Les écoles prétendent que permettre aux étudiantes de porter des collants pourrait les rendre trop à l'aise et pourrait même les distraire de leurs études. Une autre préoccupation soulevée par les écoles est que les élèves pourraient choisir des collants colorés ou à motifs, ce qui pourrait nuire à l'objectif de l'uniforme. Il s'agit de maintenir une apparence unifiée et de minimiser les distractions, mais à quel prix? Les parents ont suggéré une solution simple, intégrer des collants unis et standards à l'uniforme pendant les mois les plus froids. Malgré cela, l'idée se heurte à une résistance dans de nombreuses écoles. Cependant, les temps changent lentement. Certaines écoles reconnaissent à quel point cette règle est dépassée. Dans quelques écoles progressistes, les étudiantes ont désormais le choix de porter soit des jupes, soit des pantalons, ce qui semble être un compromis judicieux. Pourtant, ces écoles sont minoritaires. Pour la plupart des étudiantes au Japon, l'attente reste la même des jupes en hiver et pas de couches supplémentaires pour avoir chaud. Alors qu'en pensez-vous? Les écoles devraient-elles s'en tenir à leur politique d'uniforme rigide, ou est-il temps de changer? Et si le port de collants pouvait garder les élèves en meilleure santé et plus concentrés, pourquoi tant d'écoles résistent-elles à un ajustement aussi simple? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires.
Au Japon, les étudiantes ne sont pas autorisées à se maquiller à l'école et cela est pris si au sérieux que chaque salle de classe est équipée de démaquillants. Si une élève se présente avec du rouge à lèvres, du fard à joues, du vernis à ongles ou tout autre produit cosmétique, elle est tenue de l'enlever immédiatement. Mais que se passe-t-il si elles essaient simplement de garder leur peau ou leurs lèvres hydratées? Elles peuvent utiliser des lotions, mais seulement si elles sont incolores. Les bijoux, eux aussi, sont strictement réglementés. Les enseignants surveillent attentivement les élèves pour s'assurer qu'ils ne portent rien de trop voyant. Alors que certaines écoles peuvent autoriser des boucles d'oreilles ou des colliers simples, d'autres les interdisent complètement. Les restrictions vont plus loin, même les écharpes et les cache-cols sont interdits. Si une élève a mal à la gorge, elle est autorisée à enrouler une serviette autour de son cou au lieu d'utiliser quelque chose de tendance. Ces politiques sont en place pour aider les élèves à rester concentrés sur leurs études plutôt que sur leur apparence, ce qui peut sembler inhabituel pour les étudiants des pays occidentaux. Pourtant, malgré ces règles strictes, de nombreuses écolières japonaises parviennent à se maquiller très subtilement. Cependant, si elles se font prendre, elles sont obligées de se démaquiller devant la classe. Il est intéressant de noter que ces règles reflètent la valeur culturelle plus large accordée à la discipline et à l'uniformité dans le système éducatif japonais, ce qui contraste avec l'approche plus détendue observée dans des pays comme les États-Unis ou en Europe. Restreindre le maquillage à l'école est une chose, mais punir les élèves parce qu'ils prennent soin de leur apparence en est une autre. Dans certaines écoles, à travers le Japon, en particulier pour les étudiantes, il existe des directives strictes sur les habitudes de soins comme l'épilation des sourcils. Cela peut sembler différent des normes sociétales plus larges au Japon où l'on attend souvent des adultes qu'ils soient bien soignés en public. Un incident notable a impliqué une jeune élève qui, tout en respectant toutes les autres règles de l'école, comme ne pas se maquiller et maintenir une coiffure approuvée, a été isolée de ses camarades de classe pendant 3 jours après s'être épilé les sourcils. Elle a également été obligée d'écrire une rédaction expliquant ses actions. Cela a suscité des discussions avec de plus en plus de voix préconisant que les écoles équilibrent les règles de soins personnels avec la concentration sur l'éducation. Dans de nombreuses cultures, il est courant que les jeunes garçons et filles développent des sentiments l'un pour l'autre pendant leurs années d'école. Cependant, au Japon, les écoles ont souvent des règles strictes qui rendent les rencontres amoureuses assez difficiles. Dans certaines écoles, les relations amoureuses, laissons-le, sont totalement interdites, même en dehors de l'enceinte de l'école. Les élèves et leurs et leurs parents sont généralement bien conscients de ces règles qui peuvent entraîner de graves conséquences si elles sont enfreintes. Bien que ces réglementations soient en place pour maintenir la concentration sur les études, les émotions adolescentes ne disparaissent pas simplement. Certains élèves ont trouvé des moyens de contourner ces restrictions en participant à ce que l'on appelle le gokon. Il s'agit d'une forme de socialisation en groupe où des amis se retrouvent dans un cadre décontracté. C'est une façon intelligente pour les jeunes d'interagir et d'exprimer leurs sentiments sans enfreindre directement les règles de l'école. De nombreuses écoles n'autorisent que les sorties en groupe et découragent les sorties en tête-à-tête. Les élèves utilisent donc cette dynamique de groupe pour socialiser. Malgré ces activités de groupe, certains élèves choisissent toujours de se fréquenter en secret, organisant des rencontres privées lorsqu'ils estiment que c'est sans danger. Cependant, cela peut parfois entraîner des conséquences s'ils sont surpris. Par exemple, un cas à Tokyo a impliqué 2 élèves qui ont été surpris en train de se rencontrer en privé par un enseignant. L'école a pris des mesures disciplinaires, leur demandant de se retirer ou de faire face à d'autres conséquences. La jeune fille impliquée a choisi de quitter l'école et a ensuite déposé une plainte arguant qu'elle n'avait pas reçu un soutien éducatif approprié. Le tribunal a statué en sa faveur, lui accordant une indemnisation, mais a également confirmé le droit de l'école d'appliquer sa politique anti-relations amoureuses. Quand on pense aux écolières japonaises, l'une des images les plus emblématiques est leur uniforme, en particulier les jupes courtes. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la plupart des écoles japonaises ont des règles strictes sur la longueur des jupes. Selon ces règlements, les jupes devraient normalement tomber en dessous des genoux. Cependant, de nombreuses filles ont leurs propres idées sur ce à quoi leur uniforme devrait ressembler. Comme elles ne sont pas autorisées à se maquiller ou à porter des accessoires voyants, elles ont trouvé un autre moyen d'exprimer leur individualité en pliant ou en raccourcissant leurs jupes.
Cet acte subtil de rébellion n'est pas seulement une question de mode, c'est une façon pour elles de sentir qu'elles grandissent. Et oui, d'attirer l'attention des garçons à l'école. Il est intéressant de noter que les jupes les plus courtes sont devenues une sorte de symbole de statut. Tout comme dans les lycées de c'est du monde entier, les filles sans qui veulent se démarquer. Mais il y a un équilibre délicat à maintenir. Si les jupes sont trop courtes, elles risquent d'avoir des ennuis avec l'administration de l'école. Si elles sont trop longues, elles peuvent être ridiculisées par leurs camarades. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que de nombreuses étudiantes continuent de porter ces jupes courtes, même pendant les hivers froids du Japon. Une grande partie de cette mode est influencée par la culture populaire japonaise des mangas et des animes où plus la jupe est courte, plus un personnage a tendance à être populaire ou élevé dans la hiérarchie sociale. Dans la vie réelle, cette tendance est le reflet des pressions et de la dynamique de l'échelle sociale de l'école. Les écolières de japonaises ne sont pas autorisées à montrer leur nuque. Pourquoi ? Certaines écoles pensent que ce simple acte pourrait être trop distrayant pour les garçons. Dans ce cadre, les étudiantes ayant les cheveux plus longs que les épaules peuvent être tenues de les porter en tresse ou en queue de cheval basse. Cependant, les queues de cheval hautes ou sur le côté ne sont souvent pas autorisées car elles pourraient révéler la nuque. De plus, seuls certains accessoires bomian pour cheveux, tels que des pinces secs à cheveux ou des bandeaux marrons ou noirs, sont autorisés. Les accessoires de couleur vive sont généralement déconseillés pour maintenir l'uniformité. Ces directives ont conduit certaines élèves à choisir des coiffures plus courtes pour simplifier leur routine et éviter les problèmes avec les administrateurs de l'école. Dans de rares cas, des rapports ont fait état d'enseignants intervenant pour faire respecter ces règles en coupant directement les cheveux d'un élève, bien que la plupart des élèves préfèrent se rendre chez un coiffeur professionnel. Ces réglementations font partie d'un ensemble plus large de règles connues sous le nom de Buraku Kosoku, qui visent à maintenir l'uniformité et à minimiser les distractions en classe. Bien que ces règles puissent sembler inhabituelles pour les personnes d'autres pays, elles reflètent l'accent mis sur la discipline et la conformité au sein du système éducatif japonais. Saviez-vous que dans certaines régions du Japon, il existe des lois sur le couvre-feu qui obligent les étudiantes à être à l'intérieur avant 22 heures? C'est exact. Ce n'est pas seulement une recommandation, c'est une réglementation locale. Les gouvernements locaux travaillent en étroite collaboration avec des entreprises comme les cinémas, les salles d'arcade et les restaurants pour s'assurer que la règle est respectée. Après 22 heures, ces lieux sont interdits aux écolières et le personnel peut demander une pièce d'identité s'il n'est pas sûr de l'âge de quelqu'un. Ce couvre-feu fait partie d'un effort plus large pour protéger les jeunes en garantissant leur sécurité et leur bien-être. L'une des préoccupations auxquelles ces lois répondent est d'éloigner les étudiants des situations potentiellement dangereuses qui pourraient survenir dans les environnements sociaux nocturnes. L'accent mis par le Japon sur la protection de la jeunesse reflète le fort engagement du pays à protéger ces jeunes générations. Par exemple, selon l'Agence nationale de la police du Japon en 2023, il y a eu plus de 500 cas liés à des préoccupations impliquant des élèves d'âge scolaire. Des réglementations comme celle-ci aident à créer un environnement plus sûr, réduisant les risques et donnant aux jeunes l'espace nécessaire pour grandir sans faire face à des dangers inutiles tard dans la nuit. Parmi les réglementations scolaires les plus intéressantes au Japon se trouve la règle concernant la frange pour les filles. Bien que les élèves soient autorisés à avoir une frange, elles doivent respecter une directive selon laquelle celle-ci ne doit pas dépasser les sourcils. Cette règle vise à garantir que la vision des élèves n'est pas obstruée, ce qui peut sembler pratique. Cependant, l'application de cette règle peut parfois être stricte. Dans certains cas, le personnel de l'école a même coupé la frange des élèves si elle était jugée trop longue. Ces politiques d'apparence affectent principalement les filles, mais les garçons sont également confrontés à des restrictions sur des coiffures spécifiques. Si leurs cheveux ne répondent pas aux normes de l'école, ils peuvent également subir des ajustements sur le champ de leur coupe de cheveux. Ces réglementations strictes reflètent l'accent culturel plus large mis sur la discipline et l'uniformité dans les écoles japonaises, bien qu'elles aient suscité des discussions sur l'expression personnelle et l'autonomie des élèves. Une enquête de 2022 a révélé que près de 80% des lycées japonais appliquent des règles liées
à l'apparence, bien qu'il y ait eu de plus en plus de commentaires d'élèves et de parents qui plaident pour plus de flexibilité dans ces directives. Le Japon n'est pas le seul pays à avoir ce type de réglementation. La Corée du Sud et Singapour ont des codes d'apparence scolaire similaires liés à des valeurs culturelles communes de discipline. Cependant, les méthodes d'application du Japon, y compris la coupe des cheveux, sont souvent remarquées pour leur sévérité. Imaginez ceci, vous êtes élève à l'école et c'est l'heure du cours de natation. Mais voici le hic, si vous êtes une fille un peu complexée par votre corps, porter le maillot de bain standard n'est pas seulement une question de style, c'est une question de confiance. Dans de nombreuses écoles, en particulier dans les pays aux règles strictes, il n'y a aucune flexibilité avec l'uniforme même lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi personnel que le maillot de bain. Les filles, surtout pendant leur adolescence, pourraient se sentir plus à l'aise dans un maillot de bain, une pièce ou même un rash guard. Mais étonnamment, obtenir la permission de porter quelque chose de différent n'est pas aussi simple que vous le pensez. Dans de nombreuses ponomar, kolbona, andonoma, les films, les filles ne peuvent pas simplement décider de porter un rash guard pour une couverture supplémentaire. Elles ont besoin de l'approbation du directeur, ce qui exige que leurs parents assistent à une réunion en personne et soumettent une demande signée. Maintenant, bien que la plupart des directeurs soient d'accord pour accorder la permission, c'est toujours un processus compliqué. Pensez-y, combien de parents peuvent simplement prendre un congé pour une réunion afin de discuter de maillots de bain? C'est beaucoup de bureaucratie pour quelque chose qui pourrait être facilement résolu avec une politique plus flexible. Et en plus de cela, il y a le risque de coups de soleil lorsque les élèves ne sont pas autorisés à apporter des vêtements plus protecteurs. Alors que les maillots de bain, une pièce et les rash guards sont plus modestes et offrent une meilleure protection contre le soleil, ces options sont rarement la norme. Les règles de l'école sont strictes et les exceptions sont difficiles à obtenir. On se demande pourquoi plus d'écoles n'ajustent pas simplement leur politique pour que tout le monde se sente à l'aise. Dans de nombreuses régions du monde, faire nettoyer leur école par les élèves peut sembler une approche nouvelle. En surface, cela ressemble à un excellent moyen d'inculquer la responsabilité et un sens de la communauté aux jeunes esprits. Après tout apprendre à prendre soin des espaces partagés peut transformer les élèves en citoyens responsables. Cette pratique n'est pas non plus unique au Japon. Des pays comme Taïwan et la Corée du Sud ont également adopté cette tradition. Mais si beaucoup l'applaudissent, d'autres soulèvent des inquiétudes, en particulier lorsqu'il s'agit de tâches de nettoyage comme le récurage des salles de bain. Certains parents soutiennent que les élèves devraient se concentrer davantage sur les études plutôt que sur les tâches de conciergerie, surtout à un jeune âge. Au Japon, la pratique est très structurée. Les élèves passent environ 15 minutes chaque jour à ranger du balayage des salles de classe au nettoyage des couloirs. Cependant, malgré l'objectif derrière cela, de nombreux élèves se dépêchent simplement de terminer la tâche pour pouvoir passer à des activités plus agréables. Mais au-delà de la promotion de la responsabilité, il pourrait y avoir une autre raison plus pratique à cette tradition, les contraintes financières. De nombreuses écoles publiques au Japon et dans d'autres pays fonctionnent avec des budgets limités, ce qui rend difficile l'embauche de personnel de nettoyage professionnel. En impliquant les élèves dans ces corvées, les écoles peuvent économiser une somme d'argent importante, qui serait autrement consacrée aux services de nettoyage. Il convient de noter que les écoles publiques japonaises ont subi des coupes budgétaires ces dernières années. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, le Japon consacre environ 3,5% de son PIB à l'éducation, ce qui est inférieur à de nombreux autres pays développés. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les écoles continuent de compter sur les élèves pour aider à entretenir les installations. De plus, l'accent culturel mis sur l'autonomie et la responsabilité communautaire ajoute une autre couche à la raison pour laquelle cette pratique persiste. S'il est clair que la participation des élèves au nettoyage est là pour rester, le débat sur la question de savoir si c'est trop de responsabilité à un jeune âge se poursuivra probablement. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que ce contenu vous plaira. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.